Les cartes blanches de l'INP. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Anne Lerf. Bonjour Christian. Nous avons le grand plaisir ce soir de vous accueillir à l'INP dans le cadre de notre cycle de conférences intitulé Carte blanche A. Et donc ce soir, cette carte blanche vous est dédiée à l'occasion de la parution de votre plus récent ouvrage qui s'intitule Dictionnaire amoureux de l'archéologie, publié aux éditions Plomb. Nous allons parler de ce livre, nous allons parler de vous aussi, et nous allons parler de l'archéologie ce soir. Je voudrais, pour commencer, retracer très brièvement votre parcours, votre brillant parcours. Vous êtes agrégé d'histoire, ancien membre de l'École française de Rome. Vous avez été par 2 fois membre de l'Institut universitaire de France, membre junior, puis membre senior. Vous avez enseigné à l'Université de Lille comme maître de conférence, puis comme professeur. Et aujourd'hui, vous êtes titulaire d'une chaire d'excellence archéologie et patrimoine à l'Université de Cergy. Votre spécialité est l'âge du bronze, mais quand on parcourt votre bibliographie, on voit l'intérêt que vous avez montré très tôt pour les questions de méthodologie et pour les questions d'épistémologie de la discipline. Je citerai juste quelques-uns de vos ouvrages, votre Que sais-je sur les néolithiques, un Que sais-je aussi sur l'archéologie, qui nous ramène au thème très général de votre dictionnaire, et aussi les entretiens avec Jean Guilaine, par exemple. Donc peut-être dans un format plus étendu, ce que nous allons faire ce soir avec vous, puisque nous allons vous poser des questions, et aussi un guide des méthodes de l'archéologie avec François Gilligny, Jean-Paul Demoule, Alain Schnapp, qu'on a eu le plaisir d'accueillir exactement ici, à votre place, il y a quelques mois maintenant, pour son Histoire des ruines. Au-delà de ce parcours, la première question que j'aimerais vous poser, c'est finalement pourquoi l'archéologie ? Pourquoi est-ce que quand on a une première formation qui était dans le domaine de l'histoire, on vient à l'archéologie? Et comment y vient-on? Alors en fait, j'ai suivi en même temps 3 formations. Je suis venue à l'archéologie, je pense comme beaucoup de gens, avec une passion en étant petite fille, en étant passionnée pour ce passé qui paraissait assez mystérieux, énigmatique, fantastique, et en même temps très proche, très direct, grâce alors quand on est gamin, à tous les trésors qu'on trouve dans un jardin, aux cailloux, au bout de fragments de céramique en fait très récentes qu'on trouve, et puis des visites. Quand j'étais gamine, j'ai visité Karnak. Voilà, c'est quand même impressionnant. Donc il y a cette espèce de fascination pour un monde très lointain qui est pourtant là, très présent. Et puis ensuite, quand je suis rentrée à l'université, j'ai suivi en parallèle une formation en archéologie et une formation en histoire. Et à côté de cette formation, on va dire en sciences humaines, avec ces deux volets, j'ai suivi une formation en archéométallurgie au laboratoire. Ce qui fait que j'ai effectivement développé cette spécialité des études technologiques en laboratoire, avec en particulier donc, toute une formation au laboratoire du Louvre qui est aujourd'hui le C2RMF. Voilà, tout à côté. Donc cette fascination, en fait, ensuite on la transforme, Oui. elle est là présente, et puis c'est vrai qu'avec une formation, des connaissances, une association entre différentes disciplines et différents mondes, on se construit des connaissances, et puis à un moment donné, on se choisit aussi des spécialités, parce que finalement, le monde de l'archéologie, on peut faire de l'archéologie de tout, ou presque. Oui. Et donc, est-ce qu'on fait de l'archéologie médiévale? Est-ce qu'on fait de l'archéologie en Amérique latine? Est-ce que, voilà. Et donc ça, c'est assez important aussi, finalement, dans le choix. Moi, j'ai été assez vite attirée par... Alors, je voulais rester en Europe, ça m'intéressait de comprendre finalement les racines sous nos pieds. Et j'ai d'abord regardé le monde italique, des périodes plus anciennes. Je voulais comprendre ce qui se passait avant l'Antiquité. Voilà, donc ça c'était... et je le dis dans le dictionnaire amoureux, il y a une entrée particulière sur les Étrusques. Et c'est vrai que en 6e, j'ai eu la chance d'avoir l'univers des formes sur les Étrusques. Et je pense que ça a quand même dû, quelque part, marquer un petit peu mon imaginaire. Et en tout cas, j'ai voulu aller voir ce qui se passait en Italie. Et donc, moi, j'ai fait un master sur l'Italie.
et puis une thèse sur l'Italie de l'âge du bronze et de la métallurgie. Et puis ensuite, j'ai ouvert beaucoup plus mes champs d'investigation finalement à une Europe plus large et à une chronologie aussi plus ancienne. Même si étudiante, j'ai fouillé pas mal de néolithique en fait, plus que de l'âge du bronze presque. Et votre intérêt pour les questions de méthodologie et d'épistémologie de la discipline, comment s'est-il développé? C'est pas forcément évident, tous les chercheurs n'ont pas cet intérêt pour une posture réflexive par rapport à leur pratique. Moi, je trouve que c'est très important de savoir d'où l'on vient doublement. C'est-à-dire que par les thématiques d'études quand on est archéologue, mais d'où on vient aussi en tant que chercheur. C'est-à-dire que on a des lectures en étant étudiante, on nous donne des bibliographies, et donc c'est intéressant de comprendre comment la pensée se fait au moment où nous-mêmes nous étudions, et puis finalement comment elle s'est construite. Parce que l'archéologie a une construction depuis le début du 19e siècle qui est quand même assez fascinante. Et on sent bien que l'archéologie, c'est une science cumulative. Donc on se dit, voilà, je suis à un endroit, je suis à un moment, mais finalement, je suis l'héritière de toute une histoire qui s'est construite. Et moi, je trouvais ça fascinant d'essayer de comprendre ce cheminement intellectuel des pionniers de l'archéologie, de ceux qui nous avaient construit une discipline, et dont je pouvais hériter à mon tour et essayer peut-être de construire aussi. Et puis je trouvais que c'était important de savoir finalement d'où viennent les mots. Que moi je suis quand même spécialiste de sociétés qui n'ont pas laissé de traces écrites, qui ont laissé des vestiges que j'aime à dire muets et immobiles. Hein. Et donc c'est nous qui les faisons parler. Et donc ce sont les archéologues qui utilisent des mots, soit des mots du vocabulaire finalement courant d'aujourd'hui, ou alors des mots qu'on est allé chercher volontairement, qu'on a débattus. Je pense à préhistoire, pendant toute la première partie, la première moitié du 19e siècle, on a cherché, alors qu'on découvrait finalement un temps extrêmement ancien qu'on n'avait pas prévu de découvrir, puisque la chronologie que l'on connaissait à l'époque, en gros, était la chronologie de la Bible. Et donc, il n'y avait pas de place pour une préhistoire dans ce temps-là. Et donc, on découvre un temps, il faut le nommer. Parce qu'on n'existe que si on a un nom. Et donc, savoir comment, finalement, on accroche le mot à une réalité archéologique et historique, à des concepts, à des méthodes d'investigation. Je trouve que ça fait partie, finalement, de la démarche intellectuelle, d'une compréhension globale de ce que l'on cherche à comprendre, c'est-à-dire les sociétés du passé. Vous avez employé le mot « fascination ». Et vous avez aussi employé ce mot à propos de votre fascination d'enfant dans vos premières découvertes. Pourquoi l'archéologie fascine-t-elle? Elle vous a fasciné, mais elle fascine beaucoup de gens, beaucoup de personnes. Je me souviens d'un ouvrage qui avait été coordonné, qui avait été initié par Daniel Fabre, qui s'intitulait « Imaginaire archéologique ». Les archéologies de l'imaginaire aussi. Pourquoi est-ce que cette discipline a plus que d'autres encore, selon vous, cette capacité à faire rêver finalement et à faire penser? Parce que je crois qu'en fait, grâce à l'archéologie, grâce aux vestiges qu'on trouve, c'est-à-dire qu'on se projette directement, immédiatement, il y a un côté où on annihile le temps. C'est-à-dire que l'individu qui trouve, qui met au jour, est face directement au passé. C'est-à-dire qu'il est dans une confrontation directe et immédiate. Donc, tout ce qui s'est passé d'une certaine manière entre ce vestige et puis soi-même n'existe plus. Le temps là est complètement dissous d'une certaine manière. Et donc il y a l'idée qu'on est peut-être le premier à revenir vers ce quelque chose qu'on trouve. Et puis il y a le côté découverte avec la surprise, le côté inattendu. Alors aujourd'hui, dans les protocoles d'archéologie, il y a de l'attendu, mais il reste cette part de, je sais pas, de mystère, de fabuleux. Et c'est vrai qu'il y a des mythes autour de l'archéologie. Lascaux, qui fait la couverture du dictionnaire, c'est une histoire d'adolescent, d'un chien, d'un lapin, d'un trou dans lequel on tombe. Enfin, il y a un côté de quelque chose qui était caché et qu'on redécouvre tout d'un coup, qu'on met à la lumière du jour, et qui pendant des siècles, des millénaires, n'était connu de personne. Et donc je pense que la fascination de l'archéologie, elle vient de ce côté un petit peu voilà, mystérieux, et que l'on est
on est le découvreur de quelque chose. Alors aujourd'hui, on est dans des protocoles, on est dans de la science, tout ça est encadré, bien sûr, mais il reste cette petite part d'incroyable et de fascination, je crois. Alors justement, vous avez parlé de la couverture du livre. Venons-y maintenant. Un dictionnaire amoureux de l'archéologie. Alors, on sait que dans cette collection, cette belle collection des éditions Plomb, le principe est que ces dictionnaires soient des dictionnaires amoureux. Et vous m'avez dit que c'était pour vous la clé, un petit peu, ce qui avait sans doute de plus important pour conduire un projet tel que celui-là. Comment écrit-on un dictionnaire ? Et justement, c'est ça qu'en fait la question c'est de savoir s'il est amoureux ou pas. Parce que finalement, un dictionnaire de l'archéologie, est tellement immense et les connaissances d'aujourd'hui sont tellement nombreuses que là, dans un format comme celui-là, évidemment, toute l'archéologie ne rentre pas. Ça, c'est impossible. Donc l'exhaustivité, c'est pas possible. Des dictionnaires académiques, on explique véritablement à un public d'étudiants ou même éventuellement de collègues dans des articles d'érudition, c'est pas l'objet d'un livre comme celui-ci. Et donc du coup, il faut arriver d'une certaine manière, quand j'ai commencé l'écriture, ou le choix des entrées, même plutôt l'esprit du livre, je me suis dit, il ne faut pas que ce soit un dictionnaire académique. Ce serait d'une certaine manière le piège de vouloir faire des notices bien posées, académiquement posées, en essayant de viser à l'exhaustivité. Donc j'ai écarté ça. Et je me suis dit qu'il fallait que je donne une certaine image de l'archéologie, que j'assume d'une certaine manière de choisir des entrées et d'en laisser d'autres de côté, d'être injuste, d'être incomplète, de faire d'une certaine manière une image de mon archéologie, pas de l'archéologie en général. Donc ça, c'était important. Et en même temps, je pense que dedans, j'avais envie qu'il y ait du contenu, j'avais envie qu'en même temps, on ait envie de découvrir plus. C'est aussi conçu comme une forme de porte d'entrée vers l'archéologie, en se disant, tiens, c'est intéressant l'archéologie, ce qu'elle nous raconte, peut-être que j'ai envie de lire d'autres livres derrière pour aller plus loin sur tel ou tel sujet. Et puis au-delà de ça, donc je voulais essayer de me dire que voilà, on pouvait y rentrer également en s'amusant. C'est-à-dire que j'ai osé faire de la provocation en me disant si j'arrive à faire sourire le lecteur, c'est pas mal aussi pour faire aimer. Et puis il y avait quand même dans un volet peut-être un petit peu plus sérieux un peu de militantisme. Il aurait essayé de faire aussi découvrir une archéologie qui est la mienne et qui est peut-être aussi une archéologie qui décentre un peu la partie méditerranéenne, remonte un petit peu, alors que j'ai commencé d'une certaine manière moi-même par là, mais nous ramène dans une Europe plus ancienne, plus septentrionale, où l'idée des grandes civilisations qui seraient dominantes dans une archéologie est un petit peu bousculée, on va dire, pour essayer de faire émerger une archéologie de vestiges plus modestes, plus ténus, qu'on a moins l'habitude de voir, qui pourtant est aussi une archéologie tout aussi intéressante et qui recouvre l'histoire de sociétés qui sont tout aussi importantes que celles dites des grandes civilisations. Donc il y avait ce volet-là aussi quand même. Ça, ce côté militant, c'est quelque chose qui recoupe des enjeux qui sont des tensions aujourd'hui encore au sein de la discipline. Oui, je pense que ça reste. Archéologues des grandes civilisations. Oui, je pense. Et d'ailleurs, si on regarde. Moins connues. Oui, je pense que ça alors, ça a été un petit peu pondéré, mais si on regarde ce qui sort dans les kiosques régulièrement, j'ai encore acheté ce matin un magazine, parce que j'aime regarder ce qu'on dit justement sur ces grandes civilisations. Je suis curieuse, c'est-à-dire que je me bats ou j'essaie de militer pour, et en même temps je trouve ça intéressant de continuer à regarder ce qui sort. Et de manière récurrente, comme des marronniers, on a des magazines dans les kiosques, dans les journaux, sur les mystères des grandes civilisations. C'est-à-dire que
enfin voilà, ça participe sans doute. Ce sera l'Égypte, ce sera le Proche-Orient, ce sera Babylone, ce sera les Aztèques. Enfin, il y a comme ça toute une liste finalement de grandes civilisations. Et dedans, curieusement, je ne comprends pas pourquoi il n'y a jamais l'âge du bronze, par exemple, de l'Écosse, alors que c'est une grande civilisation. Voilà. Donc, je trouve ça intéressant. Donc, le débat n'est pas complètement réglé. La question n'est pas complètement réglée. Et donc, essayer de le faire passer dans ce dictionnaire, c'était aussi, je pense, important pour moi, parce que mon quotidien, c'est la proto-histoire européenne. C'est ce que j'enseigne le plus aux étudiants. Et donc, ce sont ces sociétés qui vont du début du néolithique jusqu'à la conquête romaine. Il y a proto-histoire dans les entrées. Et donc, je trouvais que c'était bien d'essayer c'était une bonne occasion de les promouvoir, en fait. C'est donc en ce sens-là que ce livre est un livre aussi amoureux, parce que très personnel. Oui. Et on n'y trouve peut-être pas les mêmes entrées que celles qui auraient pu être proposées par un autre. Et vous n'y dites pas non plus les mêmes choses. Non, je pense que c'est de ce point de vue-là, c'est très personnel, mais je pense que c'est aussi l'esprit de la collection. C'est-à-dire que quand on accepte un contrat avec un éditeur, c'est un jeu, soit on publie un livre académique, on publie sa thèse. On essaie de la rendre quand même accessible au lecteur, mais c'est un travail universitaire, institutionnel, qu'on transforme. À partir du moment où on rentre sur une acceptation de cette nature-là, c'est un jeu qui se fait, c'est un dialogue qui se fait entre un éditeur et un auteur. Et donc, évidemment, l'auteur d'un dictionnaire amoureux, dans une collection des dictionnaires amoureux, il met sa patte. Et je sais très bien que si on interroge mes collègues en archéologie, je suis sûre qu'ils vont trouver à dire que il y aurait pu avoir cette entrée, il y aurait pu avoir celle-là, puis celle-là, puis celle-là. Et chacun, évidemment, va dire qu'il manque des choses. Et même moi, je trouve qu'il manque des choses. Au final, c'est pour ça que j'ai fait une entrée regret. Alors dans laquelle, à la fin, en fait, d'ailleurs, je trouve que d'ailleurs, il manque encore des choses. Mais donc j'ai fait la liste d'un certain nombre de mes regrets, qui eux-mêmes ne sont pas exhaustifs, mais à un moment donné, si j'avais voulu tout y mettre, ce serait devenu indigeste. Il aurait fallu faire une encyclopédie, non plus un dictionnaire amoureux, et donc c'était pas l'exercice. Alors on y vient parce que j'ai vraiment envie de savoir comment écrit-on un dictionnaire. Est-ce qu'on se met dans son ordinateur, on entre des mots, on fait des listes, on retranche, on rajoute? On fait des listes. Oui. La première chose, c'est effectivement, je me suis fait des listes. C'est-à-dire que spontanément, avant d'écrire, j'ai fait des listes de tout ce qui me venait, effectivement, comme étant des entrées importantes, des entrées auxquelles je tenais. Et puis ensuite, j'ai confronté, j'ai regardé, je me suis dit non, mais là, il y a deux entrées qui se répondent tellement qu'il faut que j'en choisisse une et pas les deux. Je mettrai la deuxième dans la première, etc. Donc ça a vraiment été le premier travail. Ensuite, j'ai fait une trame de l'introduction, puisque je voulais essayer de voir quel était l'esprit dans lequel je voulais ce livre, ce que je voulais dire. Et puis ensuite, j'ai commencé l'écriture. Alors dans la cuisine de l'écriture, il y a des entrées qui ont disparu. Et en fait, j'avais devant moi, j'ai mis toutes mes entrées sur des post-it. Et au moment où j'écrivais, et en fait, le but du jeu, c'était d'enlever les post-it. Donc j'avais un mur de post-it rose avec toutes les entrées. Et en fait, en écrivant, quand l'entrée était faite, j'enlevais le post-it. Et en fait, même dans cet exercice-là, au fur et à mesure, il y a des entrées qui ont disparu parce que finalement, elles rentraient dans ce qui avait déjà été écrit. Donc voilà, voilà comment moi je l'ai écrit. Après, je pense que les autres auteurs des autres dictionnaires amoureux auront fait autrement. Mais voilà, globalement, et une fois que les entrées ont été faites, je me suis dit, est-ce que vraiment il y a quelque chose qui manque, tout en essayant de respecter le nombre de signes que l'éditeur donne. Parce que ça aussi, c'est une contrainte. Pour chaque entrée? Non, pour l'ensemble. Pour l'ensemble. Je me suis dit aussi que je voulais toutes les lettres de l'alphabet, ce qui n'est pas une obligation dans le dictionnaire. On peut faire un dictionnaire amoureux, parce qu'il n'est pas académique, en décidant de ne pas mettre toutes les lettres de l'alphabet.
Là, je me suis dit, si, il faut qu'il y ait quand même toutes les lettres de l'alphabet. Et c'est là, en essayant d'équilibrer un petit peu. Donc ça, c'est un exercice compliqué, parce qu'on s'aperçoit qu'il y a quand même des lettres qui fonctionnent mieux que d'autres. Le Z et le W. Dans un dictionnaire amoureux centré, comme je l'ai centré, il n'y a pas beaucoup d'entrées quand même. C'est plus compliqué. Y, il a fallu quand même aller chercher le yaourt, c'était pas gagné. Whisky. Whisky, oui. Par exemple. Oui, whisky. Oui, c'était une entrée importante. C'était une entrée importante, alors à plusieurs titres. Là, je vais devoir avouer que j'aime le whisky, donc ça c'est une réalité. Et puis en même temps, il y avait, quand on parle de l'archéologie et finalement des alcools, on pense tout de suite au vin. Et on pense pas forcément finalement à d'autres alcools. Et je trouvais que c'était intéressant de se poser la question de savoir si il n'y avait de la place que pour le vin, ou si on pouvait entrer autre chose. Et finalement, alors que cet alcool est quelque chose d'important, il y a des amateurs, il y a des clubs de whisky, et puis on fouille maintenant la contrebande au moment en Amérique de la... Voilà, donc on trouve des ateliers de contrebande, des bras droits d'Al Capone. Je trouve que c'est quand même une archéologie assez intéressante. Et il y a une archéologie contemporaine du whisky, ça existe pour de vrai, et de manière tout à fait sérieuse. Donc ça invite à se poser la question finalement de la naissance des alcools aussi dans les sociétés humaines, parce que les entrées, elles sont comme ça, c'est-à-dire que c'est une entrée qui me touche moi, qui me concerne, qui correspond à des réalités archéologiques, et c'est aussi finalement une manière de s'interroger sur un certain nombre de sujets qui sont des sujets qui sont importants dans les sociétés du passé, qu'elles soient récentes ou très anciennes. Quelle est l'entrée qui vous a donné le plus de mal? Je crois que c'est civilisation. D'ailleurs, c'est le dernier post-it et je crois que je le dis dans le qui restait. Ouais, c'est celui qui restait. Et je crois que au début de la notice, je le dis, que j'ai tourné autour de cette entrée parce que justement, c'est une entrée très compliquée. Parce qu'il y a des enjeux, parce qu'il y a des attentes, parce qu'il y a toute une histoire, un socle autour de ces questions de civilisation, et parce que pour moi, justement, c'était une occasion importante d'essayer de reposer les termes de ce sujet-là. Donc c'est une entrée qui a été compliquée. Il y a d'autres entrées qui n'étaient pas simples. L'entrée Dieu et l'entrée religion, parce que ce sont des sujets là aussi très complexes, très codifiés par les sociétés et qui renvoient à des réalités. C'est-à-dire quand on se dit comment est-ce que l'archéologue peut arriver à aborder Dieu, et en même temps on se dit les sociétés, la question des croyances, c'est important, et donc on ne peut pas l'éviter. Il y a aussi des entrées que j'ai voulu mettre pour cette raison-là, en me disant c'est pas gagné pour l'archéologie, mais il faut les mettre. Il y a une entrée sexe aussi. Là aussi, celle-là, elle était compliquée. Je me suis dit, allez, ça va être un sujet léger, rigolo. Et en fait, non, c'est un sujet compliqué, même dans un dictionnaire amoureux, de pouvoir effectivement aborder cette question-là du point de vue de l'archéologie. Civilisation. J'ai tourné autour de cette entrée comme un animal face à sa proie. Je l'ai écrite sur un post-it rose fuchsia que j'ai collé devant moi. On s'est observé, elle et moi, durant des semaines, et j'ai eu peur de m'y noyer, tant le sujet est immense. Puis, au bout du bout, je me suis dit que je ne pouvais plus fuir. C'est tout à fait ça. C'est ça, c'est le dernier post-it. C'est le dernier post-it. Et aujourd'hui, vous aimeriez en écrire d'autres encore? Vous avez encore des rêves? Oui, je pourrais. Il vous en vient encore? Oui, il m'en vient encore. Je pense que je rentrerai peut-être des noms que j'ai pas mis. Oui. Je crois que j'ai été injuste avec le roi Gourand. Je l'ai pas rentré, c'est pas sympa. Peut-être que je le remettrai aujourd'hui. Je rentrerai peut-être justement technologie. Oui, non, il y a des... Et puis je me rends compte que, au final, la cartographie de mon archéologie délaisse pas mal l'archéologie classique. Parce que justement, dans ce militantisme, dans ce positionnement, je crois que je remettrai de l'archéologie classique peut-être un peu plus.
Je promettrai peut-être aussi, j'irai peut-être farfouiller du côté de l'Amérique latine, peut-être un peu plus. Voilà, et puis dans mon archéologie comment dire, de la proto-histoire européenne, oui, je pense qu'il y a encore plein d'entrées que je pourrais remettre et que j'ai pas mises, et que je développerai, oui, certainement. Mais je ne ferai pas un deuxième dictionnaire amoureux de l'archéologie. Un seul, je pense que c'est bien. Je vous propose peut-être 2 ou 3 entrées qui m'ont plu, qui montreront aussi, je pense, à celles et ceux qui nous regardent et nous écoutent combien votre dictionnaire est varié. Alors, Rahan, fils des âges farouches, ça m'a rappelé des souvenirs de lecture. Passionné, quand j'allais chez mon buraliste pour acheter mon Sipil Gadget. Oui, voilà, ça fait partie des entrées où je me suis dit... parce que finalement, l'image et la fascination de l'archéologie, ça s'est aussi transformé en peinture, en bande dessinée. Il y a Rahan, alors il n'y a pas Astérix, il y a Obélix. Pour ne pas faire rentrer Astérix, voilà, j'ai choisi entre les deux. Ça permettait de me faire rentrer le menhir. Voilà. Mais Rahan, c'est une espèce de héros improbable, Rahan. C'est un homme du paléolithique qui n'existe pas. Donc c'est une manière aussi de pouvoir rentrer sur la préhistoire, expliquer que les hommes du paléolithique n'ont jamais rencontré certains animaux et a fortiori pas les dinosaures. Enfin voilà, c'est-à-dire que les entrées, on me demande parfois si j'utilise en cours ce genre d'entrée pour expliquer aux étudiants. Et oui, je le fais. J'utilise Astérix. J'utilise pas tellement Rahan, mais Astérix beaucoup. Et Obélix, oui, sur les menhirs et le mégalithisme, c'est une entrée extrêmement commode. Parce qu'en fait, c'est là, c'est-à-dire que c'est dans l'imaginaire collectif. Ça a accompagné des gamins, et donc du coup, ça fait partie d'une réalité. Et je pense que le chercheur, il doit tenir compte de cette réalité-là. On parlait tout à l'heure de l'épistémologie, de l'histoire de la recherche. La réalité, c'est aussi la réalité du monde contemporain qui a ses repères, ses bandes dessinées, ses films. Indiana Jones, comment on fait de l'archéologie sans Indiana Jones? Il est là aussi, on peut difficilement faire sans lui. Après, tout le travail, c'est d'expliquer ce qu'il apporte et puis ce qu'il n'est pas. Et donc du coup, c'est aussi une manière de faire rentrer dans l'archéologie par ce que l'on connaît et non pas par des noms qui ne disent rien. Je trouve que c'est plus facile d'un point de vue de la pédagogie de faire comme ça. Mais c'est un très bon choix. D'ailleurs, Indiana Jones, c'est la dernière illustration du livre. Oui, il y a des dessins d'un dessinateur qui a choisi lui aussi. Il a pas fait. C'est lui qui a choisi les entrées pour lesquelles il faisait des dessins ou pas. Donc c'est un double choix. Moi, j'ai choisi les entrées et lui ensuite a choisi les dessins, donc librement. Et voilà. Indiana Jones, c'est d'ailleurs le nom d'une promotion de conservateur de l'INP. Bravo. C'est le seul nom de promotion qui avait été refusé par la direction. Ah, zut. Parce qu'il n'était pas assez sérieux. Mais c'est le seul nom de promotion dont on se souvient, en fait. Ben voilà, c'est ça. Mais c'est exactement le phénomène. C'est-à-dire qu'en fait, c'est-à-dire qu'il y a des noms très sérieux. Il y a des noms de grands archéologues, il y a Wheeler qui est dedans, etc. Mais c'est vrai que pour le public auquel s'adresse ce type d'ouvrage, Indiana Jones, c'est plus facile à accrocher d'une certaine manière que Wheeler qui ne dit rien. Et en accrochant Indiana Jones, on emmène vers Wheeler. Je pense que la construction finalement de ce dictionnaire, c'est comme ça, il n'est même pas prévu en fait d'être lu d'une traite. Après, chacun fait comme il le souhaite, évidemment. Hein. Mais on peut prendre une entrée parce qu'on a envie de cette entrée-là, et puis aller sur une autre, et puis picorer, et puis revenir en arrière. Il n'y a pas d'ordre, en fait, du coup. Alors justement, si on choisit de continuer à picorer, dans un registre plus grave certainement que Indiana Jones ou Rahan, le fils des âges farouches, on trouve Notre-Dame de Paris et l'incendie de 2019. Oui. Pour un archéologue. Ben oui, parce qu'en fait, aujourd'hui, les archéologues sont intervenus immédiatement après l'incendie. On est dans une situation étonnante, c'est-à-dire qu'on est dans une situation d'une destruction sans l'ensevelissement traditionnel ou classique qu'il y a dans un site archéologique où on enlève
des niveaux pour atteindre d'autres niveaux. Là, on est, d'une certaine manière, avec une immédiateté d'un lieu détruit dont il faut arriver à comprendre l'histoire. Et donc, ça a un petit peu étonné, mais les archéologues ont effectivement toute leur place dans ce travail de réflexion, et ils sont effectivement intervenus immédiatement dans Notre-Dame, et je trouvais que c'était intéressant, d'abord parce qu'effectivement, comme tout le monde, j'ai été très choquée de cet incendie. Je suis allée sur le site 3 jours après, et effectivement, c'était un lieu où il régnait une atmosphère assez étonnante, et qui sentait le métal. Et pour une métallurgiste, j'avais l'impression d'être dans un atelier de bronzier, ce qui était assez bizarre. Et donc, du coup, je trouvais que c'était aussi une manière intéressante de montrer que l'archéologie n'est pas forcément là où on l'attend, de manière traditionnelle et classique, et que là, les archéologues étaient intervenus et continuent à intervenir, et ont des études encore devant eux autour de Notre-Dame. La question de Notre-Dame nous ramène un petit peu à la question du politique, finalement, puisque ça a été un sujet éminemment politique d'emblée. Ça a été une catastrophe patrimoniale, mais immédiatement c'est devenu un sujet de haute politique et de haute polémique aussi. Certains seront peut-être surpris, moi ça ne m'a pas surpris, mais de trouver une entrée qui porte sur le Conseil national de la recherche archéologique. Une instance que vous connaissez bien, sur laquelle vous dites, je trouve, des choses tout à fait passionnantes. Je voudrais vous questionner à la fois sur l'entrée, sur le choix qui vous a porté à lui réserver une entrée, et sur ce que signifie pour un enseignant-chercheur, pour une universitaire telle que vous, la participation à ce type d'instance, et le contact en quelque sorte avec la réalité autre qui est celle de la construction des politiques publiques au sein de l'administration. Alors, j'ai choisi une entrée, j'ai mis cette entrée CNRA parce qu'il se trouve qu'actuellement, c'est moi qui préside le CNRA. Et donc, je trouvais que, j'avais envie de mettre une place à ce conseil au moment où j'en suis la présidente au cours de mon 2e mandat. Donc, j'ai un petit peu de recul quand même aussi sur ce conseil qui, au fil des années, m'a apporté beaucoup. J'espère que je lui donne assez, mais en tout cas, il m'a apporté beaucoup parce que je trouve que c'est un conseil extrêmement intéressant. Donc, il est placé auprès du ministre de la Culture, mais finalement, il y a une double tutelle, culture et enseignement supérieur. Et je trouve que c'est également extrêmement intéressant parce que c'est un conseil à caractère scientifique, avec une expertise scientifique, dont les membres sont les représentants de toute la communauté archéologique. C'est-à-dire qu'il y a des universitaires, il y a des membres des CTRA, donc des commissions régionales qui elles-mêmes sont composées d'universitaires, de chercheurs du CNRS, de personnel de l'INRAP, d'acteurs d'archéologie préventive, de collectivités territoriales. C'est-à-dire que tous les gens qui interviennent en archéologie aujourd'hui ont une place. Et donc, c'est un dialogue collectif extrêmement intéressant, qui en plus est un dialogue qui va chercher d'autres interlocuteurs au besoin sur un certain nombre de sujets. Je pense à la programmation nationale de l'archéologie qu'on est en train de remettre à jour pour la fin de cette année. On dialogue au sein du Conseil, on travaille sur les axes qui seront les axes de recherche des années à venir, et en même temps, on travaille avec d'autres collaborateurs pour cette partie-là, et puis on a un travail d'expertise auprès de l'administration sur les opérateurs en archéologie préventive, et je trouve que ce dialogue entre des scientifiques et l'administration que le Conseil accompagne et d'une certaine manière aide dans cette prise de décision, portée par le regard du scientifique, ça c'est extrêmement précieux, et je pense qu'on est le seul pays au monde à avoir un conseil de cette nature-là. On en fait ce que l'on veut en faire, on peut le rendre très mineur, au contraire on peut lui donner de la force. Moi je pense que c'est intéressant de lui donner une vraie force pour que justement il y ait ces articulations et ces dialogues entre les scientifiques, l'administration, les différentes institutions. Voilà pourquoi il est là. Et il est tout à fait à sa place. Alors, comme il est dans la lettre C, il voisine avec une autre entrée qui, là, pour le coup, était peut-être beaucoup plus
beaucoup plus attendue, sur laquelle j'aimerais que vous reveniez. C'est l'entrée qui nous ramène finalement à l'aspect le plus concret, le plus trivial aussi d'une certaine manière de la vie de l'archéologue, et la plus mythique aussi, c'est le chantier. La vie de chantier. La vie de chantier. Alors le chantier archéologique, c'est un nom incontournable, c'est-à-dire qu'il y a quand même des entrées, on se dit, ça peut pas ne pas être là. Ça paraît important. Alors le chantier archéologique, c'est le lieu, d'une certaine manière, où s'organise effectivement la fouille, la découverte. Traditionnellement, le chantier, c'est effectivement ça. Donc c'est quelque chose d'important parce que c'est un lieu important qui va recouper d'une certaine manière le site archéologique. Et ce sont les personnes qui organisent les découvertes qui se trouvent sur ce chantier. Ce qui est intéressant aussi, ce que j'ai voulu montrer, c'est l'évolution finalement du terme de chantier avec l'évolution de l'archéologie. C'est-à-dire qu'on a sous le terme de chantier le chantier de fouille, classiquement, sur le terrain. Et puis on a aujourd'hui d'autres chantiers au sens plein du terme, avec le développement de toutes les méthodes qui font partie de l'archéologie et les méthodes de laboratoire en particulier. C'est-à-dire qu'on a des archéologues, ce qui fait que les archéologues se répartissent aujourd'hui sur des chantiers. C'est-à-dire qu'ils peuvent être sur le terrain classiquement du chantier. Moi j'y vais aussi. Mais c'est vrai que mon premier chantier à moi, d'une certaine manière, où je vais chercher l'information, où je travaille à la production de la connaissance et de la recherche, c'est le laboratoire en ce qui me concerne. Et il y a, moi c'est ça, mais d'autres chercheurs, le milieu, par exemple les chercheurs qui travaillent dans le domaine de l'environnement, aujourd'hui de la paléogénétique, ce sont des chantiers à part entière de l'archéologie d'aujourd'hui, et ça c'est une évolution relativement récente. Traditionnellement, le chercheur est attaché à un chantier de fouille presque à vie. C'est plus le cas, il y a une mutation profonde, et c'est pas des demi-archéologues ou des sous-archéologues, c'est des archéologues. Ce sont des archéologues, voilà, autrement dans la diversité, positions, tout à postures qui sont tout à fait. Alors quand on pense au chantier de fouille dans son sens un peu le plus classique et le plus mythique, je ne sais pas, Pincevent par exemple, ou d'autres, on se dit aussi c'est tout un monde, c'est tout un microcosme, c'est une petite société qui se bâtit, qui vit pendant le temps du chantier, qui se retrouve d'année en année. On a envie de dire c'est un magnifique terrain aussi pour un ethnologue. Oui, ça c'est sûr. Que ce chantier. Et il y a une entrée que je n'ai pas trouvée dans votre dictionnaire, c'est... Oups, si on passe sur la liste des manques. Mais c'est très subjectif, il n'y a pas d'entrée ethnologie. Non, c'est vrai. Ce sont pourtant deux disciplines qui sont proches. Tout à fait. Qui ont cheminé et qui se sont intellectuellement, qui se sont beaucoup côtoyés. Oui. Est-ce que vous y avez songé ? Et sinon, est-ce que vous pourriez nous faire une notice au niveau de... Ouf, en live. J'y ai songé. Je l'ai écarté parce que je me suis dit... Pourtant, je suis moi-même très sensible et j'ai associé dans mes cours quand j'étais à Lille des cours, alors ça ne s'appelait pas ethnologie, ça s'appelait anthropologie. Et quand j'étais étudiante, j'ai passé également du temps en Angleterre et j'avais été frappée, par exemple dans la formation britannique, de voir à quel point justement il y avait une entrée, c'était normal, ça faisait partie de la formation de faire de l'ethnologie et de l'anthropologie, parce que l'histoire justement de l'ethnologie est différente dans ces pays par rapport à ce que l'on a en France. Donc oui, peut-être que je ferai une entrée aujourd'hui. Je ne sais pas si je la mettrai d'ailleurs à ethnologie ou anthropologie, ou si je la glisserai dans le roi Gourand de tout à l'heure que je n'ai pas mis, qui était quand même avant tout, autant un ethnologue qu'un préhistorien ou un linguiste, puisqu'il a commencé d'abord par faire du russe et du chinois. Mais voilà, oui, je mettrais peut-être avec le regret que justement, il n'y ait pas suffisamment d'ethnologie dans les cours d'archéologie et dans les cours d'histoire. Parce que là, par contre, j'ai voulu mettre histoire. J'allais y venir. Parce que ça me paraissait important. En fait, c'est tout à fait passionnant. Vous questionnez fort bien les évidences qui sont celles de nos cursus universitaires et
de nos filières et des tuyaux dans lesquels on se trouve. L'association qui paraît tout à fait naturelle en France de l'histoire de l'art et de l'archéologie est quelque chose de très culturel et qu'on pourrait totalement repenser dans un autre contexte. Et on pourrait venir à l'archéologie autrement et sans passer par les fourches codines de l'histoire de l'art. Ça a d'ailleurs été votre cas, mais je crois qu'ailleurs, ça se conçoit beaucoup plus naturellement aussi que chez nous. Oui, on a vraiment une histoire qui est liée, sur laquelle effectivement je m'attarde, parce que j'ai suivi cette formation, parce que j'ai fait l'université, et aujourd'hui je pense qu'il faudrait une formation en archéologie qui ne passe pas nécessairement par cette association-là. Parce que justement, l'archéologie est devenue, c'est tellement diversifié, elle a des entrées dans les sciences, vers l'environnement, et le fait que obligatoirement il y ait ce mariage-là dans les premières années, me semble aujourd'hui quelque chose qui est dépassé par rapport à la pratique. Et les étudiants, même s'ils trouvent que c'est très intéressant de faire la peinture du XXe siècle dans leurs premières années ou la première année en archéologie, pour certains, ils s'impatientent un petit peu parce que finalement, ils préféreraient d'autres associations. Ils aimeraient mieux pouvoir faire d'autres choix que celui-là qui leur est imposé. Donc si on arrivait à réformer un peu la formation en archéologie en France, qui serait peut-être une bonne idée, je pense qu'il faudrait réfléchir précisément à peut-être envisager les choses autrement et peut-être mettre plus d'ethnologie, plus d'histoire et peut-être pas nécessairement l'histoire. Vous avez quelques pistes. Donc. J'ai des pistes et quelques idées. Je crois qu'on pourrait sans peine continuer à le feuilleter et je sais que sur chaque notice, vous pourriez nous faire toute une histoire finalement, nous en parler de l'entrée et parler à partir de celle-ci. Est-ce qu'il y en a une, pour terminer peut-être cette partie de notre entretien, sur laquelle vous aimeriez revenir et que je n'aurais pas évoqué au hasard des quelques signés que j'ai pu planter ici et là dans le livre? J'hésiterais entre jardin et enfant. Jardin, ouais. Jardin et enfant. C'est une entrée que j'ai eu beaucoup de plaisir à faire, jardin. Et c'est une entrée dont j'explique l'histoire parce qu'en fait, elle est née d'un cours sur le néolithique que j'ai fait à une classe de 6e, au moment où j'écrivais le livre. Et ça a été le seul cours l'année dernière, j'allais dire en présentiel, puisque nous avons vécu l'an passé sans rencontre d'étudiants, sans contact direct. Mon seul cours, en vrai, si j'ose dire, a été ce cours avec une classe de 6e, de bambins ultra agités. Et ça a été un moment absolument fabuleux de mon année, de pouvoir parler à ces gamins. Et ils avaient une obsession, 2-3 d'entre eux avaient une obsession, quand on a parlé, parce qu'on a parlé de néolithique, et puis évidemment on a parlé d'archéologie, et puis ils m'ont parlé de leur passion, et puis ils m'ont parlé de leur gratouillis dans les jardins, dans leur jardin. Et donc on est arrivé jusqu'au jardin, et quand je leur ai expliqué que en fait, la législation archéologique ne permettait pas d'avoir le droit d'aller fouiller dans son jardin. Ça a été le début d'une espèce de truc incroyable. Et ça nous a pris beaucoup de temps de régler l'histoire de l'archéologie au jardin. Et en sortant de ce cours de 6e, je me suis dit, il faut que je fasse une entrée jardin. Je dois bien ça à ces gamins de 6e avec lesquels je viens de passer un moment absolument fabuleux. Et donc, du coup, j'ai fait une entrée jardin grâce à eux. Et puis, ça m'a permis aussi quand même de glisser l'archéologie des jardins, qui est une archéologie qui existe vraiment. Voilà, pour finir la notice. En vous écoutant parler et en voyant combien votre travail de recherche et votre travail d'écriture est indissociable d'un engagement dans la cité, justement, j'ai envie de déporter un petit peu notre conversation vers d'autres de vos activités, des activités que vous avez d'ailleurs en partenariat aussi avec l'INP, avec le Musée de l'Homme, le Musée du Quai Branly, le Musée d'Archéologie nationale. Tout à fait. Nous avons un cycle de conférences en commun qui s'appelle l'archéologie dans la cité. Tout à fait. Pourquoi un tel cycle de conférences? Pourquoi vouloir parler d'archéologie de cette manière-là? Encore une fois autrement, je dirais, avec un autre média que le dictionnaire et selon une autre approche aussi. J'avais très envie, quand je suis arrivée donc, sur cette chaire d'excellence à Cergy, justement de développer, ça faisait partie du projet que j'avais envie de développer,
parce que je trouvais que c'était très important de montrer à quel point l'archéologie rencontre le citoyen. L'archéologie, elle n'est pas déconnectée de notre monde. Elle n'est pas déconnectée, on fait de l'archéologie préventive. Dès qu'on fait des travaux, il y a cette question archéologie ou pas, diagnostic, fouille, prescription. Et donc l'archéologie, elle est dans notre environnement, elle est là. Il y a les fouilles programmées qu'on suit sur des années, mais elle est là. Et en plus, ce passé-là, qui est vraiment présent sous nos pieds dans les chantiers d'archéologie préventive, il concerne notre histoire à tous. Et ça renvoie aussi à cette fascination. Et donc, du coup, je voulais vraiment essayer de trouver un moyen, finalement, de travailler ces conférences de manière à associer des auditeurs relativement larges sur des sujets qui, effectivement, touchaient archéologie et citoyens, archéologie et monde contemporain. Donc on a fait 2 conférences, une première pour l'instant, on est sur une troisième, donc ça démarre avec ma chère, donc c'est un chantier en cours si j'ose dire, pour reprendre le terme de chantier. On a vu Lucie dans la cité, grâce à Yves Coppens et Amélie Vialet, donc Lucie, voilà, une figure, il y a une école Yves Coppens dans le Val d'Oise, il y a une statue de Lucie devant l'école, on a fait venir des enfants de CM2. Voilà comment tout ça fonctionne entre la présentation, les questions que les enfants ont posées à Yves Coppens, et puis celle qui a ouvert cette année académique sur l'archéologie de l'esclavage, André Delpech, Dominique Taffin. Là aussi, c'est une archéologie qui rencontre le citoyen, qui n'existait pas il y a quelques années, et qui est devenue une archéologie très forte, identitaire, qui concerne les habitants qui sont eux-mêmes, pour certains, descendants d'esclaves. Donc on est là avec une entrée dans l'archéologie qui est effectivement une entrée à laquelle je tiens, moi, qui me touche, et qui est possible justement dans le cadre de ce partenariat avec l'INP, le MAL, le Quai Branly, le Musée de l'Homme. Et je trouve que voilà, c'est une aventure collective que nous portons et que je trouve être une belle entrée pour l'archéologie et pour le public. Et on y est très attachés, on est très heureux aussi de vous accompagner dans ce chemin. On a d'ailleurs d'autres conférences qui sont prévues pour bientôt. Tout à fait. En mois de mars, nous allons aller dans la cité à double titre, puisque nous irons au Tarteret dans l'Essonne avec un nouveau duo dans cette cité où il y a un site du Paléolithique fouillé par l'INRAP tout à fait intéressant pour dialoguer autour de l'archéologie dans la cité. Je voudrais vous poser encore 1 ou 2 questions. Une qui est facile, trop facile si on veut y répondre rapidement, mais on peut prendre le temps d'y réfléchir un petit peu avant de répondre. Il me semble que nos disciplines, nos institutions, chacune travaillant dans leur domaine, s'affrontent en quelque sorte à des enjeux ou des défis importants. Pour les archives, par exemple, ce serait de parvenir à assurer la pérennité de leur mission à l'ère du tout numérique et rompre avec le papier qui nous a accompagnés depuis des centaines et des centaines d'années pour garantir toujours la préservation des données demain. Pour les musées, ce serait peut-être, même si ce n'est pas toujours formulé de façon aussi nette, réussir à être à la fois une grande agora culturelle et ne pas oublier les objets qu'on finit souvent par oublier. Pour vous, quel est aujourd'hui le défi de l'archéologie au début du XXIe siècle ? Je pense qu'on en a plusieurs, des défis. On a un défi, j'allais dire aujourd'hui, on a un défi double. On a un défi finalement d'exploitation de la donnée mise au jour, parce que nous aussi, nous avons des archives. Et nous avons des archives en très grand nombre, qui pour certaines sont un peu délaissées ou ne sont pas suffisamment exploitées ou sont même dans des conditions de conservation qui ne sont pas idéales. Donc là, il y a du côté de la documentation, des archives, des vestiges archéologiques en tant que tels, on a de vrais défis de transformer en connaissances certaines de ces données. On a aussi ce défi combiné
ou inverse, d'une certaine manière, de préserver de la donnée qui est dans le sol et qu'il faudrait ne pas mettre au jour aujourd'hui pour la préserver pour un futur, quand les méthodes peut-être auront changé, mais en tout cas essayer d'arriver à, et on y réfléchit, ça fait partie des réflexions, des réserves archéologiques, ne pas tout sortir, parce qu'on voit bien que ce qui est sorti, on a du mal à le gérer. Si on pouvait un petit peu faire en sorte que certaines données ne soient pas mises au jour et ne soient pas mises en péril, c'est une chose importante. On a également, pour revenir sur la question de la recherche et de l'épistémologie en termes d'archives, la question de l'accumulation des archives des archéologues d'hier. Et voilà, donc il faut faire aussi quelque chose et qui n'est pas forcément un sujet auquel on a pensé. Et donc c'est un sujet qui devient quelque chose avec la professionnalisation, l'augmentation du nombre des professionnels, qui est, je crois, quelque chose d'important à ne pas perdre de vue. On a des défis sur les publications archéologiques, on a des défis sur des questions de paléogénétique, en ce moment qui sont très fortes par rapport à ce qui sort. Et puis on a également des défis très importants en archéologie du côté du monde de la mer. Le sous-marin, les nouveaux chantiers d'archéologie préventive en mer, les éoliennes, les câblages, tout ce qu'on n'a pas exploré. La France a un domaine maritime exceptionnel. Donc là, on a des réalités importantes. Dans des changements, on ne cesse de parler des mutations environnementales et climatiques, que ce soit sur les zones côtières, que ce soit en mer, il y a des sites qui sont en danger, en péril. L'archéologie préventive va encore un peu les bousculer. Donc voilà, ça fait pas mal de défis. Et puis pour finir, je pense arriver à aboutir à un dialogue apaisé entre archéologie préventive et programmée, ce serait aussi une bonne chose. Voilà, on a fait du chemin, oui. Et je pense qu'on peut encore... on peut encore mieux. Et le CNRA peut être un de ces lieux. Et le CNRA peut être un de ces lieux, tout à fait, dans le dialogue, toujours. Alors, on s'approche de la fin de notre conversation, et il y a quand même une question que j'ai toujours eu envie de poser à des archéologues. Alors, comme j'ai une archéologue là, qui est juste à côté, je vais lui poser cette question. Quand vous vous promenez dans une ville, est-ce que vous l'imaginez avec le regard de l'archéologue? Ça dépend des deux siècles qui viennent, des 3 siècles, des millénaires qui viennent. Oui. Alors, je pense qu'il y a une espèce de regard. Il y a un regard, je pense, qui est conditionné par notre profession, par notre métier. J'arrive de temps en temps quand même à pas débrancher, mais alors il y a des villes où on se promène, où on se dit c'est détruit. Moi, j'ai quand même vécu à Rome. On a l'impression qu'on est dans l'histoire, parce que tout a été. C'est difficile de pas se projeter dans le passé, dans le futur quand on est à Rome. L'histoire est là, dans les murs. Plus bêtement aussi, j'ai envie de dire, parce que en fait, les archéologues sont quand même des fouilleurs de poubelles. Ça m'arrive souvent aussi de voir des décharges et des poubelles et me dire oh là là, pour les archéologues de demain ça va pas être rigolo, et puis en plus on laisse des choses polluantes, ça va être compliqué. Donc là je me projette, c'est moins poétique que la ville, mais c'est le regard quand même de l'archéologue, parce que la poubelle est une matière première de l'archéologue, non pas par goût particulier, mais parce que nous sommes ce que nous jetons quand même. Donc il y a cette dimension là. Mais oui, un archéologue qui est dans le paysage, c'est comme un géologue qui ne peut pas s'empêcher de regarder le sol et les couches. Et je pense qu'effectivement, il y a ce côté un peu de déformation professionnelle, apaisée, mais qui est là. C'était d'ailleurs aussi les déchets, le thème d'une exposition d'ethnologie. Oui, mais oui, c'est ça. Donc oui, on est dans cette réalité-là, tout à fait, combinée. Et pour conclure, peut-être, vous avez écrit beaucoup de livres. Qu'est-ce qu'un livre tel que celui-ci vous a apporté de nouveau dans votre métier? Je pense que il y a un côté dans ce dictionnaire un peu lâcher prise en fait. Il y a le plaisir de se dire, justement, on le lit, on le picorant, on l'écrit aussi un peu comme ça. En jouant avec les mots,
en jouant avec les entrées, en essayant de glisser. Ça ne se voit pas forcément à la lecture, mais il y a des clins d'œil dedans. Il y a certaines phrases que seules certaines personnes sont capables de comprendre. Ça, c'est amusant pour celui qui écrit, pour celle qui écrit en l'occurrence. Donc oui, ça m'a apporté, je pense, un stade ou une phase supplémentaire dans mon envie d'écrire aussi, dans la liberté que je peux avoir et que je peux prendre vis-à-vis et de mon domaine de travail et vis-à-vis de l'écriture que je peux avoir. Je pense que ça, c'est un livre de ce point de vue-là qui marque peut-être un tournant ou une phase. En tout cas, il est très très libre et il est très personnel. Et j'ai osé ça. Et maintenant que j'ai osé ça, je pense que je vais pouvoir... Pouvez-vous dire, je pourrais en faire d'autres où je vais oser. Où j'aurai cette liberté aussi, où je prendrai cette liberté. Tout à fait. Après, je vais aussi publier prochainement des choses très sérieuses et très pointues. Mais je pense qu'il faut jouer sur les registres. En tout cas, j'aime jouer sur les registres et j'aime jouer avec les mots, j'aime jouer avec l'écriture. Et ça m'a confortée dans cette idée. Ouais, dans cette idée-là. Que ce jeu-là, je le trouvais plaisant. C'est tout à fait convaincant. Et on a envie de vous suivre. Et alors, du coup, moi, peut-être que, n'étant pas très familier de l'archéologie de l'As du Bronze, je lirai plutôt vos productions futures dans cette veine. On va tâcher. Qui me restera plus accessible. Mais effectivement, on sent une liberté de ton et un plaisir d'écrire, une envie de partager. Oui, mais en fait, c'est ça. J'ai envie de me dire que les mots, les phrases, le plaisir que j'ai à écrire et à essayer de promouvoir l'archéologie, faire partager justement cet amour de l'archéologie, je vais réussir à le faire passer dans les mots et que le lecteur voudra bien s'en emparer et partager la passion qui est la mienne. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci pour ce moment. Et donc, je vous invite toutes et tous à lire, parcourir en tous sens, en commençant par la fin, par le début, votre très beau dictionnaire amoureux de l'archéologie. Merci. Merci. C'était une carte blanche de l'INP. Retrouvez l'ensemble des épisodes sur la médiathèque numérique de l'Institut national du patrimoine, médiathèque-numérique.inp.fr.